Alors j'appelle tout de suite les intervenants de cette table ronde, Nicolas Constant, Sarmad Haidar et Bruno Stern, à me rejoindre sur scène. Alors dans cette première table ronde d'ouverture, l'objectif c'est de poser un peu le cadre du marché français aujourd'hui et du ressort des opérations. Je vais vous livrer quelques chiffres que Capital Finance a compilés à l'occasion de cette conférence. Et on parle là de l'activité premier semestre, des chiffres qui seront validés plus tard par France Invest. Alors nous, de notre côté, on a pointé à peu près 130 LBO en France depuis le mois de janvier 2018. Ça représente 43% de plus que l'activité en volume donc, qui avait été enregistrée au premier semestre 2017. On a noté aussi une petite dizaine de LBO de plus de 1 milliard d'euros, les LBA de la Chaux exclusive, IDEX, WFS, etc. Donc qui s'inscrivent dans une tendance déjà observée en 2017 avec les CBIA FIV et Kiloutou. Et on notera aussi quand même, je le dis parce que c'est pas toujours le cas, une proportion croissante de LBO primaires tout de même sur cette période qui représente environ 60% des opérations. Je vois que Michel Paris est étonné. Nous referons les calculs, nous les validerons, mais a priori nous étions arrivés à peu près dans ce chiffre-là. Alors messieurs, je vous propose qu'on commence le débat avec vous et puis qu'on enchaîne tout de suite sur la percée de ces fonds long terme dont on vient de parler avec Dominique. Alors on a effectivement mentionné Trescal, il y a aussi European Camping Group et Alvest, 3 sociétés qui viendront prendre la parole plus tard, FIV, Cerba, de la Chaux, il y en a donc un certain nombre. Qu'est-ce que cette liste dit aux banquiers d'affaires qui sont autour de la table? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Comment on peut caractériser les actifs qui intéressent ces fonds? Allez-y. Ouais, je me lance. Je crois qu'effectivement, c'est un phénomène qui est quand même très bien organisé depuis 2-3 ans maintenant. Et on voit effectivement les CDPQ qui ont staffé leurs équipes, qui ont des gens très performants à la tête des équipes. Et ça a changé beaucoup de choses, parce que ça fait quand même presque 5 à 10 ans qu'ils souhaitent investir directement sur le marché. Ils n'ont pas trouvé la recette avant cela. Et maintenant, les équipes sont en place, encore une fois, avec des gens très performants, très dynamiques, qui font bouger toutes ces structures qui sont assez bureaucratiques, initialement. Donc ça, c'est le premier point à noter. Le deuxième point, c'est que sur la qualité des actifs qui les intéressent, je crois qu'ils sont très intéressés par des grandes tendances macroéconomiques ou des grandes tendances mondiales qu'ils ont identifiées. Et si on prend quelques exemples, et Dominique connaît bien Alvest, il y a des grandes tendances qui sont liées en fait au transport aérien et qui ont fait que CDPQ est un investisseur qui a identifié ces tendances, est très à l'aise avec ces tendances. À partir du moment où ils sont à l'aise avec des grandes tendances, ils essaient de les capturer et de trouver les bons vecteurs pour les capturer. Et en fait, voilà, Alvest, par exemple, est une entreprise qui capture correctement, complètement cette tendance. Donc ça, c'est pour moi le deuxième point. Le troisième point, il faut que ça corresponde aussi, et Dominique l'a dit très justement, à des attentes du management. C'est-à-dire que il y a des managers qui raisonnent long terme, et oui, ça existe. Et donc ils sont parfois un peu lassés de ces changements successifs et très rapides qui leur permettent pas d'exprimer complètement une stratégie sur justement qui capture ces grandes tendances. Eh bien, voilà, des propositions comme CDPQ ou d'autres, vous avez cité d'autres exemples, permettent en fait au management, de déployer une vraie stratégie de long terme. Et à mon avis, quand on a ces ingrédients-là, ils sont difficiles à abattre, comme le disait Dominique. C'est-à-dire qu'ils ont sur le prix, je pense que effectivement ils ont quand même des modèles qui sont assez semblables, mais effectivement sur la gouvernance, sur la durée, c'est compliqué pour des acteurs plus traditionnels d'être compétitifs jusqu'au bout. Ouais. Bruno Stern, c'est un constat que vous partagez, et notamment sur le profil, les types d'actifs qui intéressent ces investisseurs. D'abord, ça marche. C'est un mouvement qui n'a pas démarré l'an dernier ou il y a 2 ans. C'est un mouvement qui a démarré il y a plus d'une dizaine d'années. C'est des gens qui observent le marché, qui n'investiront pas d'ailleurs dans les sociétés qu'ils ne connaissent pas. Ils vont parier dans les process au dernier moment. Et donc, ils ont observé ces marchés depuis un très grand nombre d'années, souvent aux côtés de fonds qui sont d'ailleurs dans la salle aujourd'hui,
où ils ont co-investi à leur côté dans les sociétés. Donc c'est des gens prudents, ce sont des fonds de pension. Et donc avant d'investir et de créer leurs propres équipes et d'investir seuls, ils ont bien observé ce marché. C'est une première étape. On est passé effectivement dans la deuxième étape il y a 2-3 ans avec des recrutements massifs d'équipes de private equity, d'investisseurs, d'investisseurs de private equity qui sont venus rejoindre ces grands fonds de pension et qui ont apporté un professionnalisme dans la gestion des processus et autres. Après, là encore, dans la prudence qui les caractérise, il est rare qu'ils investissent dans un dossier je n'ai pas d'exemple personnellement, dans un dossier qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils n'ont pas analysé longuement ces dernières années. Nombre de dossiers sont des dossiers où d'ailleurs ils sont rentrés minoritaires, à 10, 20, 15%, et puis ils prennent la majorité derrière. OGF en est un exemple. Peut-être que d'autres dossiers dans les campings seront un exemple futur. Mais très clairement, ils aiment bien rentrer dans la société avant de pouvoir derrière prendre le contrôle. Prendre le contrôle spontanément n'est pas... Alors c'est arrivé avec Trescal, mais ce n'est pas spontanément le cas de figure le plus avéré. Si on regarde d'ailleurs Serba, qui est un dossier également à la vente, on voit que Partners, qui est d'ailleurs qui n'est pas un fonds de pension, mais qui est un nouvel acteur dans cet environnement, qui est également très intéressant, qui sont des fonds au départ des fonds de fonds, ou des fonds qui investissent dans les fonds, qui ont décidé de venir en direct. Et force est de constater d'ailleurs que sur les 24 derniers mois, ils ont été très actifs en Europe et sur le marché français en particulier. Bon, Partners s'est associé avec PSP. Donc PSP est rentré, on verra également comment ça se finit à la fin. Mais donc c'est des gens qui vont... ces fonds-là sont des fonds qui ont besoin de connaître les actifs. Là encore, un process qui démarre, ils ne s'inscriront pas dedans. Et est-ce qu'une fois qu'ils sont dans ces process, eu égard au fait qu'ils connaissent l'actif, est-ce qu'ils sont aussi manœuvrants, est-ce qu'ils sont aussi réactifs que des fonds traditionnels, ou est-ce que, Nicolas le disait tout à l'heure, c'est quand même des maisons bureaucratiques, est-ce que les processus de décision sont finalement assez complexes ? Moi, je pense que ça a beaucoup changé, et je pense que maintenant, ils vont très très vite. C'était bureaucratique, effectivement, initialement. La CDPQ, ça va vite maintenant. Voilà. Il y a des gens, depuis que Stéphane Etroy notamment a été recruté par cette belle maison, il est le patron du private equity au niveau mondial. Et voilà, bien sûr qu'il y a un comité, bien sûr qu'il passe, c'est organisé, c'est sérieux, mais ça va beaucoup plus vite qu'avant. C'est pas tout à fait le cas de tout le monde. Je crois que CDPQ a vraiment fait sa mue. Si on regarde un peu en Asie, dans d'autres fonds, c'est pas tout à fait encore le cas. Ça met beaucoup de temps à se décanter. Mais je pense que ça va arriver, parce que les gens sont tous intelligents, ils ont tous beaucoup d'appétit pour déployer du capital. Ils voient bien que si on ne va pas aussi vite qu'un timing de process, et les process vont de plus en plus vite, je ne sais pas si on abordera à ce point-là, mais les process vont de plus en plus vite quand il y a des process, voilà, ils sont hors de course. Il y a quand même un point aussi, c'est que on les voit beaucoup, certes, mais ils sont souvent, et je crois à plus de 2/3, en co-investissement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire qu'il y a une forme de prudence, comme tu le disais, Bruno, mais c'est aussi, dans la rapidité d'action, ils s'appuient justement sur d'autres acteurs qui savent faire des deals de façon plus traditionnelle, qui sont assez rapides. Et donc, ça, c'est important. Ça leur permet aussi d'aller vite. Je reprends le point d'Alvest et après, j'arrêterai, promis, pour faire la publicité. Mais l'équipe de co-invest d'Ardian, elle les a pris par la main aussi. Donc, et ça a permis de faire en sorte que c'est un actif qu'Ardian connaît très très bien. Donc, ça a permis en fait de faire en sorte que CDPQ aille très vite aussi. Voilà. Le co-invest est important pour eux. Je pense qu'ils garderont même s'il y a quelques velléités, toujours des exceptions qu'on peut trouver sur un investissement tout seul. Je pense quand même, pour la rapidité d'action et le savoir-faire quand même transactionnel, que les autres acteurs transactionnels continuent à avoir. Et deuxièmement, pour les relations, je veux dire, ils sont LP, donc il y a toujours, je pense qu'ils conserveront une stratégie essentiellement de co-invest dans les années à venir. Sarmad, l'avocat que vous êtes, comment vous regardez ces acteurs-là et comment est-ce qu'on les traite, si je puis dire ? Est-ce qu'ils ont des contraintes spécifiques dans le cadre de ces opérations en direct ? Oui, tout à fait. Il y a effectivement le point de la professionnalisation des équipes qui, effectivement, elles-mêmes sont plus réactives et donc, du coup, elles vont parler le même langage avec des personnes aussi qui partent d'un monde à l'autre et qui le traversent de plus en plus facilement. Donc ça, il n'y a pas de difficulté en tant que telle dans la communication
implication dans les négociations sur les termes d'un deal. En revanche, effectivement, quand on parle de co-invest, je suis parfaitement d'accord, parce qu'il n'y a pas seulement la volonté de connaître l'actif et de rentrer en s'associant avec d'autres fonds classiques, il y a aussi des contraintes parfois réglementaires, soit internes, soit réglementaires, qui leur imposent de rester minoritaires, qui leur imposent minoritaires pas tout le temps en le capital, mais en droit politique, parce qu'ils sont supposés, par leur réglementation, être un peu plus passifs qu'un fonds qui va être très impliqué. Donc pour le coup, ce sont des règles qui vont être connues d'avance, donc ce n'est pas forcément une complication qu'on va découvrir en cours de route, hein. En revanche, qu'on va devoir manœuvrer et qu'on va devoir gérer, parce que pour le coup, effectivement, ça stabilise une partie du capital. Ça va, en stabilisant une partie du capital en co-invest, on va se poser la question de l'alignement des liquidités entre actionnaires qui veulent sortir. Est-ce qu'ils vont pouvoir sortir en même temps, ou comment est-ce qu'on va gérer les sorties des uns par rapport aux autres, ce qu'on peut voir classiquement avec un fonds qui va pouvoir draguer tout le monde. Là, pour le coup, l'équilibre des forces va être un tout petit peu différent, mais c'est également en termes de gouvernance, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au fait d'être minoritaire, d'être un tout petit peu plus passif dans certains cas, on va devoir aussi gérer la gouvernance en peut-être donnant un peu plus d'autonomie au management qui va être du coup centré et qui va avoir plusieurs contre-pouvoirs derrière qui vont s'équilibrer entre eux. Donc, juridiquement, c'est très intéressant parce que du coup, ça crée des dossiers plus atypiques, mais c'est le cas aussi sur plusieurs autres dossiers. On ne parle pas que des fonds de pension, hein. Quand on est dans le direct, un institutionnel aussi, il a sa propre histoire. Les fonds qui sont sectoriels ont aussi leurs propres histoires. Et donc, on l'a jamais vraiment fait. C'est pas comme le venture où on va vraiment standardiser en LBO. On a du mal à copier-coller. Là, on copie-colle encore moins, parce que vraiment, c'est des histoires assez uniques. Plus spécifiques. Avant qu'on rentre peut-être un peu plus dans le détail avec vous, Nicolas et Bruno, sur la partie minoritaire, Bruno, est-ce qu'il y avait un élément que vous vouliez apporter dans le côté manœuvrant dans les process sur lesquels Nicolas s'est exprimé? Moi, je serais peut-être un tout petit peu plus prudent que Nicolas sur ce sujet. Quand on a affaire avec un fonds, qui soit français ou anglo-saxon, a priori, les comités, on les connaît à peu près, on voit qui décide. Personnellement, mais peut-être c'est un cas juste propre à nous, les comités on parle de fonds de pension qui gèrent entre 150 et 300 milliards d'euros ou de dollars de fonds. Les comités se tiennent tout en haut. La connaissance intime de ce comité, je n'aurai pas la prétention de la revendiquer. Et donc, c'est un aléa quand même dans les processus qu'il faut prendre en compte. Car la décision se prend quand même tout en haut, même si je suis tout à fait d'accord avec toi, les équipes sont largement professionnalisées et sont capables d'exécuter très rapide. La décision me paraît un tout peu plus moins facilement maîtrisable qu'avec un fonds... moins prévisible. Maîtrisable, bien évidemment, c'est pas mon terme, c'est lisible qu'avec un fonds traditionnel, donc ce qui fait inévitablement peser un petit aléa sur le processus. Alors, si on en vient à cette dimension plus minoritaire, la poussée de ces opérations minoritaires, elle n'est pas le seul fait des fonds de pension canadiens. On voit aussi quand même dans le marché globalement du buy-out minoritaire qui se développe. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, la gouvernance, c'est un facteur différenciant et un facteur clé de succès de ces opérations-là? Alors, je vais répondre à votre question, mais avant ça, effectivement, moi je sens depuis... 2 ans, une poussée, une institutionnalisation des fonds minoritaires. D'abord, ma première surprise, c'était de déjeuner avec quelqu'un de KKR, un des associés, qui m'apprenait que le KKR investissait aujourd'hui plus en minoritaire qu'en majoritaire dans les dossiers. Donc j'avoue, je suis tombé de ma chaise, mais évidemment, c'était étayé. Après, on voit un certain nombre de fonds qui sont en train de se créer, qui sont créés. ICG est un fonds historique, mais qui investit de plus en plus, qui est un fonds historiquement minoritaire et qui continue à investir sur des dossiers beaucoup plus gros en minoritaire. Towerbrook relève des fonds minoritaires. ICA est en train de créer le sien. On va arrêter là. Permira a créé le sien. Donc on voit qu'il y a une poussée sur des fonds minoritaires qui, à mon avis, est une vraie logique. On a des managers qui ont fait des LBO successifs. Alors soit c'est des entrepreneurs qui ont 100% de leur boîte et qui n'ont pas envie de céder la totalité. Et c'est une option qui est absolument fantastique pour eux, à mon sens. Et deuxième option, c'est des managers qui ont fait 3, 4, 5 LBO successifs et qui, pour un moment, peut-être avoir aussi envie de prendre le contrôle de leur société.
Et là, on voit des opérations de taille significative qui sont sur le minoritaire. Avant le minoritaire, on disait toujours petit dossier minoritaire, etc., etc. Bon, aujourd'hui, on voit des dossiers qui deviennent très significatifs, de 400, à partir de 400 millions d'euros jusqu'à parfois un peu plus d'1 milliard. Donc c'est un marché très clairement qui est en train de se institutionnaliser et de se normaliser. Et effectivement, les éléments discriminants de ce marché pour gagner sont différents de celui d'un LBO majoritaire. Ou LBO majoritaire, on peut dire ce qu'on veut, au bout d'un moment, ça va être le prix, hein, 9 fois sur 10. Le LBO minoritaire, c'est l'association. Personnellement, j'ai vu des dossiers où ce n'est pas forcément le fonds qui offrait le meilleur prix qui gagnait à la fin en minoritaire. Et c'est très clairement l'association. Alors, l'association est double. La personnalité du fonds et ce qu'il peut apporter à la société, et la confiance que peut avoir un manager associé avec ce fonds. Et le deuxième, c'est effectivement la gouvernance, avec 2 cas de figure importants dans les 2 sens, 2 éléments à traiter, bien évidemment. Dans quel cas le dirigeant peut être viré. Voilà, c'est le cas, bien évidemment, le plus difficile à négocier, mais qui est le cas le plus sensible pour le dirigeant. Et le deuxième, l'organisation de la liquidité, qui là est le cas le plus sensible pour le fonds. Nicolas, vous avez tiqué quand Bruno a dit oui, c'est pas nécessairement sur le prix que se gagnent ces opérations minoritaires. Il y a une petite fulgurance dans votre regard. Est-ce que vous pensez que c'est quand même encore un gros facteur différenciant ? Ouais, moi je le vois comme 11 fois sur 10. Hein. C'est-à-dire que. Mais bon, on a peut-être c'est la richesse des discussions, c'est qu'on a certainement des expériences différentes, mais je pense que le prix. Par plein de contraintes, plein d'objectifs et de contraintes, et reste dans ce marché le juge de paix, même sur des sujets minoritaires. Et je pense que le minoritaire qui l'emporte, il est quand même au bon prix. Certes, il a accepté la gouvernance, mais il est quand même au bon prix. Moi, je reviens sur le point des minoritaires. Certes, il y a beaucoup d'offres maintenant. Hein. C'est-à-dire que tu le disais très justement, Bruno. Il y a beaucoup de fonds qui se mettent à faire du minoritaire. Je pense qu'il y avait déjà une offre existante. Et donc ça va rajouter une offre sur en fait des situations qui restent pas très nombreuses. Ça c'est quand même le premier point. Le deuxième point, c'est que pour moi il y a 2 cas. Il y a un cas, comme tu l'as dit justement, du management qui veut reprendre le contrôle. Donc ça c'est bien. Et puis les sociétés se développent et les management packages forçant les management entre guillemets forcer les managements à réinvestir, ils deviennent majoritaires au bout d'un certain temps. Donc ça c'est très bien et ça trouvera sa place. Mais est-ce que c'est suffisant pour absorber toutes les levées de fonds minoritaires qu'on voit? Moi, j'ai quelques doutes là-dessus. Et donc, je pense que ce qui va se passer, et on pourra en rediscuter dans les prochaines années, ce qui va se passer, c'est que ces fonds minoritaires, finalement, qui sont levés par des investisseurs existants, ICG, on peut parler d'ICA, en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'investir dans les sociétés que ces fonds-là connaissaient il y a quelques années, qui sont devenues plus grosses, et ils vont mettre des tickets dans les sociétés qu'ils connaissent. Voilà pour moi ce qui va se passer. Ça va pas créer donc franchement de. Ça va régénérer. Non, parce qu'en fait les acteurs traditionnels ils n'ont pas attendu de voir des fonds spécifiquement minoritaires pour s'adapter, pour faire du 50-50, pour faire une minorité en equity avec une majorité en gouvernance. Donc c'est vrai. Mon point c'est que c'est vrai qu'il y a une nouvelle offre qui croit, mais c'est avec la machine du fundraising qu'on voit, c'est l'emballement qu'on voit aussi dans les marchés aujourd'hui. Donc il faut bien trouver de nouveaux vecteurs. Bon, la minorité, pourquoi pas, paf, on crée des nouveaux fonds, ça marche. Mais ils vont s'investir où? Voilà. Moi, j'ai quelques doutes là, sur la capacité de tous ces fonds à s'investir. C'est pas évident. On le voit pour les fonds majoritaires traditionnels, il y a quand même beaucoup de concurrence. Ça va en rajouter pas mal. Alors sur les aspects que Bruno évoquait tout à l'heure sur l'articulation de cette association Sarmad entre le dirigeant et le fonds, sur quoi portent spécifiquement les points de tension et les points d'attention? Bruno disait à l'emporte-pièce les conditions dans lesquelles le dirigeant peut être viré. Qu'est-ce qu'il faut regarder précisément? Là, ma réponse, ça va être un tout petit peu moins juridique pour le coup. Je pense vraiment que ça dépend du management. C'est la force du management et à quel point il va se mettre dans le centre du deal, en fait. Un minoritaire qui va vraiment accompagner un manager, il va pas le voir uniquement comme un manager qui est là pour faire son petit management package, mais il va l'accompagner vraiment pour porter son investissement. Donc les discussions sont effectivement différentes d'une situation à l'autre et les managers qui sont centraux dans les deals
parfois même on voit encore des formes qui sont différentes, où eux-mêmes ils vont monter leur propre investissement, qui vont pouvoir se relier un peu plus dans le capital pour pouvoir avoir un contrepoids. Donc ils ne sont pas seulement à côté du minoritaire ou à côté du fonds majoritaire, mais eux-mêmes ils vont être financés derrière et lever leur propre fonds. Je vois un peu plus que 2 situations ou 3 situations. Il y a vraiment une multitude de situations aujourd'hui. On a les family office aussi qui viennent en direct, qui se mettent à côté des managers. Donc voilà, c'est des offres qui sont vraiment très diversifiées et c'est du cas par cas dans les négociations. Et qu'est-ce qu'attend concrètement un dirigeant d'un minoritaire actif ces fonds-là qu'ils font rentrer, comme vous l'avez dit, dans la plupart des cas, alors que l'entreprise a déjà connu plusieurs LBO successifs, qu'est-ce qu'ils attendent finalement de ce partenariat minoritaire avec le nouvel actionnaire financier ? Il y a plusieurs choses. Et la première, là encore, ne l'écartons pas, une certaine liquidité du capital. Bon, il faut être raisonnable, s'il faut rentrer en actionnaire, c'est aussi pour qu'il y ait une partie de liquidité. La deuxième, c'est souvent, alors moi dans le cas que j'ai vécu, effectivement, chacun de nos expériences, des entrepreneurs qui arrivent à un stade de développement et de croissance de société qui fait que ça serait bien quand même que j'ai quelqu'un à côté de moi avec qui je peux échanger et avec qui je peux me développer. Moi, je vois une société qui s'appelle GJA, qui est leader en France dans tout ce qui est équipement à la maison aujourd'hui, même de jardin, décoration intérieure et autres, une société qui a grossi, qui appartenait à 100% à son fondateur, qui a atteint une taille, qui avait fait 20% de croissance par an organique tous les ans depuis une quinzaine d'années. Et puis il arrive à une certaine taille où il se dit voilà, la machine devient très grosse, ça serait bien dans mon développement notamment européen que je m'adjoigne les services d'un fonds qui va pouvoir m'aider à réfléchir et à me développer dans certaines zones. Donc en l'occurrence, ils sont associés avec Towerbrook, qui a amené Daniel Bernard, donc l'ancienne partie de Carrefour, dans le dispositif, et qui permet d'avoir un échange avec le dirigeant qui est d'un autre niveau que ce que le dirigeant pouvait avoir par le passé. Donc c'est pour ça que je dis qu'effectivement le prix est discriminant, enfin sur les dossiers qui sont minoritaires, l'écart de prix à l'arrivée en cash out n'est pas si important que ça pour le dirigeant. Ce qui va là, dans le cas présent, c'était évidemment ce qui est recherché, c'est une association pour la prochaine étape du développement. Et ce que le dirigeant peut apporter, c'est à la fois une nationalisation de la société, parce que c'est toujours bien de dire qu'on a un fonds de taille significative à son capital et un fonds à dimension européenne, mondiale en l'occurrence, et un fonds également qui amène des compétences de senior advisor. Bien. Alors, on va quitter un peu cet univers des fonds de pension canadiens et du minoritaire pour regarder un peu les autres forces en présence. Alors, on le disait tout à l'heure avec Dominique, finalement, peu de corporates, en tout cas visibles, dans cet univers du LBO. Quelle place aujourd'hui leur sont réservées, si je puis dire, un peu dans les enchères? Est-ce qu'ils arrivent à aller jusqu'au bout du processus? Est-ce qu'ils passent les différents tours? Est-ce qu'ils sont compétitifs ou pas? C'est la face immergée de l'iceberg que nous, on ne voit pas avant que ça se déboucle au final. Non, moi je trouve que les corporates aujourd'hui bénéficient du fait qu'ils sont eux-mêmes très bien valorisés. Donc on a moins de problématiques de valorisation qu'auparavant où il y avait un écart assez significatif. Aujourd'hui, ils sont très bien valorisés en bourse. Leur propre multiple leur permet d'être agressifs et de pouvoir payer des prix intéressants. Et si on rajoute des synergies, tout ça va dans le bon sens pour les corporates. Je pense qu'ils sont aussi maintenant un peu mieux organisés. Donc, auparavant, on avait toujours, nous, quand on organise des processus à la vente, si on voulait des corporates, il fallait aller les draguer 6 mois avant pour être sûr qu'ils s'inscrivent bien dans le même timing que les fonds qui vont beaucoup plus vite. Et là, ils sont un peu organisés maintenant, je trouve, qu'au fur et à mesure. Et ils ont des équipes de M&A staffées. Ça dépend bien sûr, mais les corporates américains, en revanche, sont très organisés depuis très longtemps avec des équipes qui screenent le marché et tout ça. Donc de ce point de vue-là, ils sont, je pense que on les voit beaucoup plus. Maintenant, ça dépend des secteurs. Voilà. Il y a des secteurs sur lesquels, je pense par exemple au secteur de tout ce qui est consumer, où il y a des logiques de rapprochement qui font beaucoup de sens pour les acteurs corporate. Il y a des secteurs où ils ne peuvent plus franchement faire grand-chose. Et l'antitrust, pour moi, est le facteur numéro 1 qui bloque sur des opérations d'envergure, qui bloque les corporates. Et ça, c'est pour moi un angle majeur pour les grands fonds de private equity qui, eux, n'ont pas ce sujet antitrust et qui donc sont compétitifs sur tous les autres aspects. Je rajouterai la dernière dimension très importante, qui est le management.
bon, il faut un management qui souhaite rejoindre un corporate. C'est pas toujours le cas. Hein. L'expérience LBO, c'est une expérience d'autonomie, de création de valeur par soi-même, ainsi de suite. Donc voilà, il faut que ça arrive souvent au bout d'une certaine histoire. Donc il faut que tout ça soit ensemble, s'aligne pour que le corporate puisse avoir des chances. Voilà. Bien. Sarma, peut-être vous voulez dire un mot avant Bruno Moi, je considère que les corporates, ils sont toujours là. Enfin, je veux dire, c'est pas... Soyons clairs, il y a plein de dossiers avec les corporates. Donc d'abord, il y a des dossiers qui ne sont pas du tout éligibles aux corporates. Vous pouvez creuser la tête tant que vous voulez. Ensuite, sur du PowerPoint, on va réussir à mettre des acheteurs. Mais enfin, il y a des dossiers, franchement, il n'y a pas d'acheteurs corporate. Après, il y a des dossiers où il y en a, les deals se font. Moi, je les trouve beaucoup plus professionnalisés et souvent, ils se font bien conseiller. Donc aujourd'hui, tout à fait compétitifs dans les processus. La réalité, c'est que souvent, les processus sont un peu à part où ils réussissent à gagner et être là en temps et en heure. Soit les processus préemptifs, des processus d'approche spontanée, et puis on décide de rentrer en exclusivité. Nous, on vient de vendre Hamac, là, les campings haut de gamme à Vacalliance. Bon, c'est un processus hors marché qui s'est géré et qui s'est géré dans un temps record comme l'aurait fait un fonds. Simplement, c'est un processus sur mesure où on dédie tout notre temps pour un corporate spécifique. Et souvent, mélanger les corporates et les fonds, bon, c'est parfois un peu à double tranchant, donc il faut se méfier. Et par contre, il y a des dossiers, nous on fait des dossiers où il n'y a que des corporates, aucun fonds. Parce que les dossiers ne sont pas éligibles à des fonds. Et que le corporate, on est très en confiance, il peut y avoir 5-6 acheteurs, autant faire un dossier, on va jusqu'au bout, on fait un dossier que corporate. Donc oui, on considère que les corporates sont toujours tout à fait actifs. Encore faut-il que le dossier soit éligible. Alors sur cette dimension antitrust que mentionnait Nicolas, ça nous renvoie un peu aussi au sujet de la sécurisation des opérations sur la période signing-closing. Est-ce qu'il y a des évolutions contractuelles ou des évolutions de pratiques que vous avez observées sur ce front, Sarmad ? De manière générale, effectivement, on a observé tant pour le corporate que pour le private equity une sécurisation assez forte entre signing et closing. Justement, on demande à tout le monde de se positionner assez vite et d'être le plus ferme possible, le plus vite possible dans le processus. On parle des préemptives, mais il y a aussi de plus en plus des semi-préemptives où on va être dans un premier tour avec plusieurs acquéreurs potentiels, on va passer au deuxième tour et en cours de route ou au moment de ce passage, il y a un seul qui va se démarquer et qui va signer un accord qui va aussi être parfois associé au management et qui va signer un accord qui va être le plus ferme possible pour pouvoir lui donner cette primeur en fait. Et pour le coup, tous ces sujets-là, on va essayer de les purger en amont. Quand on arrive au moment du signing, on a ces sujets, on l'espère dans les cas où on y arrive, derrière nous, pour qu'on puisse vraiment sécuriser avec un marché assez vendeur. Quand les vendeurs sont là, ils sont en position de force. On a une sécurité qui reste, j'ai envie de dire, sur les 2-3 dernières années qui se confirme de plus en plus et qui reste très très forte. Et ça, c'est aussi une tendance qu'on voit surtout en France. On va dans le vieux continent. On voit un peu moins outre-Atlantique où on va toujours donner la possibilité à un acquéreur de sortir. Quand on parle des MAC, par exemple, nous, on a fait une étude de marché au niveau global, au niveau du cabinet. On compare tous les ans 1000 opérations M&A, donc on fait sortir les tendances. Pour donner juste un exemple par rapport à ça, en France, comme sur le vieux continent, on est à peu près à 30% de MAC, et on résiste à ce seuil, hein, on n'arrive jamais vraiment à le dépasser, alors qu'aux États-Unis, on est plutôt sur 70% de deals qui ont des MAC. Donc effectivement, on va essayer sur les conditions suspensives et toutes les portes de sortie possibles en signing, closing, on va essayer de les limiter au réglementaire. On va les limiter vraiment au réglementaire, et même pour le réglementaire, on va demander des analyses avant de rentrer dans le processus pour comprendre si l'antitrust, qu'on n'ait pas une surprise en dernière minute, on n'est jamais à l'abri, mais quand on y va, quand on sait que c'est risqué, on le sait à l'avance, et on a fait le choix de le faire, de le prendre comme décision. Et en revanche, tout ce qui est conditions suspensives autres que réglementaires et imposées par la loi, on va essayer de les sortir et de les purger de plus en plus. Ouais. Alors, un élément dont vous n'avez pas parlé, Bruno, c'est les acquéreurs chinois. Vous avez travaillé sur pas mal d'opérations, il y en a eu quelques-unes l'année dernière. Comment est-ce qu'ils travaillent spécifiquement, ces acteurs, sur les opérations que vous avez conseillées ? Alors, là aussi, ce serait intéressant de partager avec toi, parce qu'on n'a peut-être pas les mêmes vues. Nous, c'est des acteurs sur lesquels on était un peu dubitatifs il y a 5-6 ans, quant à la capacité de réaliser des opérations en France.
J'avoue que l'opération SMCP, quand elle a été réalisée par, je ne me rappelle même plus ce nom, ce groupe chinois de textile, honnêtement, on connaissait le dossier. Moi, j'avais travaillé dessus à la vente quand KKR avait racheté. Ce groupe n'existait même pas dans le processus à l'époque. 5 ans plus tard, il n'a pas de site internet. Il a une vague page écrite en mauvais anglais. Et c'est tout. Non, mais je ne le plaisante pas. Hein. Et ce groupe a acheté pour 1,2 milliard ou 1,3 milliard SMCP au nez à la barbe de tous les plus grands du marché. Personnellement, ça a été moi un peu un traumatisme, je sais pas, mais en tout cas une surprise. Et donc, on a essayé de s'intéresser un peu plus à cette classe d'actifs, surtout avec un autre acteur qui s'appelle Fosun, qui est quand même celui qui est aujourd'hui le plus actif en France et en Europe, en institutionnel. Il se trouve, sur une coïncidence, l'an dernier, on a réalisé 3 opérations avec des groupes chinois, 2 avec des stratégiques, et un avec Fosun. Saint-Hubert, par exemple, c'est intéressant, c'est un dossier qui était un peu compliqué sur le marché français compte tenu des attentes des vendeurs. Écoutez, on a réussi à trouver un acheteur stratégique chinois qui était en mesure de payer le prix attendu. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une prime de la marque française et qu'ils ont un problème avec le lait en Chine et qu'ils étaient prêts à payer cela. Donc c'est pas parce qu'ils cassaient leur tirelire, simplement ça avait un intérêt stratégique pour eux très significatif. Bon, après, c'est pas des processus complètement tranquilles, hein, parce qu'à un moment, il a fallu quand même qu'ils se rendent compte qu'il fallait qu'ils sortent de l'argent de Chine, contrôle d'échange. Et là, tout d'un coup, combien même ils étaient intéressants, il n'y avait pas capacité à réaliser l'opération. Bon, Fosun, heureusement, est arrivé. Et l'opération s'est faite avec 2 candidats. Bon, il ne faut pas être trop précis non plus sur les délais, ça prend un certain temps. Voilà, donc il y a les processus, il y a les exceptions comme SMCP où dans un cadre d'un processus, ils sont allés jusqu'au bout. Il y a d'autres dossiers où il faut que ce soit des contextes particuliers qui justifient leur présence. Tridem Pharma, qui était le leader, pareil, c'est des opérations très stratégiques. Tridem Pharma, qui est le leader de la distribution de médicaments en Afrique, un secteur stratégique, il faut aller dessus. Et alors là, dans le cadre d'un processus, en toute rapidité d'exécution et tout à fait compétitif avec les autres. Donc on les trouve beaucoup plus alertes sur ce qu'il se passe en Europe. Il y a une veille, on sous-estime la veille qu'ils font sur les participations de tous les fonds en Europe, c'est phénoménal. Il y a des armées d'investisseurs qui scrutent les participations des uns et des autres. Et donc ça nous paraît un mouvement qui est non plus naissant, mais qui est bien né. Moi, je rajouterais juste sur le profil, en fait, on n'a pas un seul profil d'investisseurs chinois, on a plusieurs profils d'investisseurs chinois. Nous avons une approche parfois private equity, parfois une approche plus stratégique, plus sectorielle, mais aussi pas mal d'investissements indirects avec des partenariats qui sont en train de nouer avec la Chine. Donc on a de plus en plus de partenariats franco-chinois aussi qui se développent et qui ont de belles histoires aussi. Ouais, moi je suis sur les investisseurs chinois, c'est quand même compliqué d'en faire un plan A, en fait. Voilà, pour le dire tel que je le pense. Je pense que d'ailleurs, à mon avis, côté Guillaume Jabalot, il pourra le confirmer, à mon avis, chez Montagu pour Saint-Hubert. Mais c'est vrai qu'ils existent, et Bruno, tu as raison. Effectivement, il y a des transactions qui arrivent à se closer, hein, avec quand même beaucoup de prières du vendeur pour jusqu'au closing. Mais ça arrive à se faire à des prix très intéressants. Maintenant, je trouve que c'est très compliqué quand même de fonder un process dessus. Voilà. Notamment, je parle des transactions de contrôle. C'est toujours très aléatoire. Même quand l'investisseur chinois nous représente qu'il a de l'argent offshore, c'est-à-dire qu'il peut l'utiliser et sans contrôle particulier, il faut vérifier 5 fois, on se comprend pas bien, enfin bref. Donc on est obligé de demander des escrocs, de la mise en place d'escrocs que le chinois comprend pas, parce qu'il dit mais si vous me le demandez à moi, est-ce que vous le demandez à d'autres ? Bah non, on le demande qu'à lui, donc forcément il les prend à mal. Donc après il veut nous dire je mets l'escroc à la Chinese Corporation Bank, non on lui dit non à la BNP ou la Société Générale en face. Bon, donc c'est quand même très compliqué. Il y a quelques transactions, on a fait aussi de belles transactions quand on a vendu SGD pareil, à GIC, un Chinois, on avait du mal à trouver la page Internet aussi. Donc, bon, ça arrive. Moi, je pense que c'est quand même compliqué et je pense que fonder sa processus de sortie là-dessus est quand même relativement aléatoire. En revanche, ce que je vois, et je suis tout à fait d'accord avec toi, Bruno, c'est qu'on y va souvent en Chine, on a une très, très forte équipe là-bas, et en fait, ils sont très, très au courant de ce qu'on fait, des portefeuilles. Mais je pense qu'ils vont venir de plus en plus sur des approches collaboratives minoritaires. Pour le coup, on reboucle avec le thème d'avant. Parce qu'ils savent très bien qu'ils sont quand même très très loin de l'action. Hein.
Et donc ils n'ont pas vraiment non plus les guts de franchir le pas et d'être en majoritaire sur des opérations très loin d'eux, très loin de leur centre de décision, de leur centre de pouvoir. En revanche, sur quelques grandes tendances, et je pense à l'éducation par exemple, hein, qui est un sujet absolument clé chez eux, on va les voir, je pense, venir de plus en plus déployer leur capital en minoritaire pour cimenter des relations stratégiques. Et c'est là, je pense que ça sera relativement actif dans les prochains mois ou années. Est-ce que justement le point que mentionne Nicolas sur le minoritaire, est-ce que vous le liez d'une manière ou d'une autre, Sarmad, avec la thématique du contrôle des investissements étrangers, hein? On voit qu'il y a certaines poussées, enfin plus que poussées, hein, des entrées en vigueur en Allemagne l'année dernière, au UK. Alors je sais que c'est limité à certains secteurs sensibles et stratégiques, mais enfin on voit que la notion de sensible et stratégique tend quand même à s'étendre. Est-ce que ça c'est un bon moyen, entre guillemets, de contourner cette réglementation et d'obtenir le tampon pour aller jusqu'au bout? Pour le moment, je ne sais pas si c'était vraiment le frein pour qu'ils investissent en France. On n'est pas, comme aux États-Unis maintenant, avec la décision de Trump de la semaine dernière, de les cibler spécifiquement sur les technologies. Effectivement, il y a une plus grande sensibilité parce qu'il y a peut-être aussi en fonction des secteurs. Hein, quand on rentre dans le médical, par exemple, ça devient un peu plus sensible. Personnellement, je n'ai pas vu, et dans notre cabinet, dans notre pratique, on n'a pas vu le choix du minoritaire pour contourner le contrôle des investissements étrangers, parce qu'il n'est pas encore ciblé, et j'espère qu'il ne le sera pas. Hein. Il faut rester rationnel dans les logiques, dans l'application de la politique. Mais il ne faut pas non plus croire que tout investissement minoritaire échappe aussi à ce contrôle. Hein. Le contrôle aussi, il s'applique pour des augmentations de capital, il s'applique sur des seuils qui ne sont pas forcément le seuil ultra-majoritaire. Alors, peut-être le dernier point qu'on peut évoquer dans cette table ronde, avant de prendre une ou deux questions de la salle, c'est celui des valorisations. Alors, s'il vous plaît, pas les poncifs, c'est cher, c'est pas cher, c'est cher sur les beaux actifs, c'est moins cher sur les moins beaux. Qu'est-ce qu'on peut dire globalement Non, mais c'est vrai, si c'est pour dire ça, on va passer tout de suite à la question au Q&A. Qu'est-ce qu'on peut dire globalement sur l'évolution des prix aujourd'hui dans le marché? Alors, il y a quelques chiffres qui circulent, hein, mais ces chiffres-là, même sur le premier trimestre 2018, c'est des chiffres généraux, globaux, Europe, tout secteur, tout segment. On nous parle d'une moyenne de 10 fois. C'est une moyenne. Mais voilà, messieurs. Alors, qui se jette dans l'articulation intelligente de la dialectique sur la valorisation? Bruno? Ça a été dénoncé. Bon, c'est pas un sujet facile. On est un plus haut de marché. Je veux dire, les stats sont là pour le dire. Si je devais le rationaliser, je comparais à toutes les autres classes d'actifs. Les rendements ont baissé dans toutes les classes d'actifs. Les emprunts d'État ont baissé, certains ont été même négatifs. Les rendements en bourse ont baissé, les rendements de la dette ont baissé. Donc il n'est pas choquant que les multiples augmentent et par là même induit une petite baisse des rendements dans les fonds, à mon sens. Maintenant, ce qui est important, c'est que les écarts entre les différentes classes d'actifs subsistent. Et à mon sens, le rendement du private equity est aujourd'hui la classe d'actifs la plus intéressante, puisqu'il délivre, et on a vu les chiffres, des rendements que, a priori, je ne vois dans aucune autre classe d'actifs et sur longue durée. Donc ceci est assez rassurant et assez cohérent si on les compare par d'autres actifs actifs. Maintenant, la réalité, oui, on est un peu haut de marché. Constaté. Oui, c'est difficile de dire des choses extrêmement intelligentes, je trouve, sur le niveau de valorisation. Franchement, moi, qu'est-ce qu'on peut voir Ce qu'on voit quand même, c'est clair, cet écart et cette prime de risque, c'est là et ça justifie en fait les valorisations dans les modèles LBO aujourd'hui. Bon, après, c'est quand même drivé par deux sujets qui sont le business plan et la sortie. Qu'est-ce qu'on voit sur le business plan? En fait, on voit que les business plans, ils sont relativement agressifs tous. Hein. C'est-à-dire que, et quand ils ne sont pas agressifs, c'est la dichotomie dont vous parliez là. Et quand ils ne sont pas agressifs, là, on retombe sur des niveaux de valorisation très faibles. Donc il y a une vraie dichotomie par rapport à... Il y a 2 ans, par exemple, de toute façon, tout était à 10 fois. N'importe quoi, n'importe quelle société était au moins à 10 fois. C'est facile votre job à l'époque. Ouais, on trouvait d'autres difficultés, mais effectivement, enfin, c'est un job facile de toute façon. Hein. Donc, il y a
Aujourd'hui, ça a changé. Ça, de ce point de vue-là, je pense essentiellement sur ces deux aspects-là. Quand on n'a pas un BPI qui est aujourd'hui entre 5 et 10% de croissance top line, on se demande, dans le monde d'aujourd'hui, on se dit c'est pas une société de bonne qualité. Voilà. Alors c'est complètement stupide, hein, il y a plein d'autres sujets, mais dans les tris, et on sait quand on est à la vente, on sait que ça va être un peu plus compliqué. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur le multiple de sortie et sur les options de sortie. Tout le monde sait aujourd'hui qu'on est, comme tu l'as dit Bruno, à un plus haut. Enfin, on n'en sait rien, mais enfin, on pense qu'on est à un plus haut. Je pense que je pense que ça risque de continuer encore un petit peu. Mais donc, c'est très compliqué pour nos clients de se dire comment je triangule la sortie. Qu'est-ce que je dis dans 4 ou 5 ans? Franchement, objectivement, personne n'en sait rien. Hein. Donc, on essaie de trianguler. Là, ce qu'on voit maintenant depuis 24 mois, de façon assez claire et systématique, c'est des vraies compressions de multiples à la sortie, qui sont toujours envisagées, parce que c'est ainsi un des points que vous souleviez. On n'a pas vraiment d'IPO, c'est toujours relativement aléatoire, on n'a pas vraiment de comparables. Les acquéreurs industriels, souvent dans les LBO, tu l'as dit justement Bruno, ils ne sont pas là pour des bonnes raisons, c'est-à-dire que ça ne correspond pas non plus à leur stratégie. Donc c'est compliqué de se projeter à 4 ans en disant ça va être un industriel qui va me le payer avec des synergies, ça va être la bourse qui sera au plus haut. Donc voilà, ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est des compressions de multiples. Alors toute une série d'analyses historiques, de benchmark par rapport à des choses qui pourraient ressembler à la société en 4-5 ans. Donc c'est vraiment très très expérimental. Hein. Mais par ces biais-là, on fait donc ces deux sujets-là, quand les sociétés ont des valorisations à 14-15 fois les bidas, qui sont très élevées aujourd'hui, et qu'elles ont passé par ces deux tests-là, elles sont de très bonne qualité. Voilà, on a quand même des sociétés, il faut le reconnaître aujourd'hui, celles qui tournent à 14-15 fois, elles sont de magnifique qualité. Et il ne faut pas s'en cacher, c'est tant mieux. C'est tant mieux pour l'économie française. C'est des leaders sur leur marché au niveau mondial, avec toutes les contraintes administratives qu'on connaît dans ce marché. On a quand même des superbes sociétés qui arrivent à conquérir des marchés. Voilà, ça se paye 14-15 fois. Voilà. Ça fait 5 ans que c'est le cas aux États-Unis. Hein. Voilà. Allez, Sarmad, c'est à vous de relever le défi après Bruno et Nicolas, et on conclura cette séquence. Je ne vais pas faire le boulot des banquiers d'affaires, déjà ils le font très bien, donc je ne peux pas parler de valorisation en tant que telle. En revanche, ce qu'on peut voir effectivement, c'est la différence entre les beaux produits qui vont se vendre très cher et avec énormément de compétition en face, et les produits qui justement vont subir une décote assez féroce, et derrière il faut gérer aussi une déception par rapport au management. Ce qu'on voit souvent aussi, c'est que ça pousse certains fonds, et peut-être pour reboucler avec notre tout premier point, ça pousse certains fonds à allonger un peu leur investissement d'1 an ou 2 pour améliorer la situation et rentrer dans ces valorisations. Bien, merci beaucoup à vous messieurs. On peut prendre une ou deux petites questions, mais très rapides. Bertrand, une petite question. Une petite question lisible, pas un long commentaire. Parce qu'on est très en retard. Bonjour, Bertrand Pérignon, Opération Financière. Toute petite question rapide. On n'a pas parlé des fonds infra, sachant que chez Ardian, il y a bien sûr une activité infra, mais il y a une certaine porosité entre certains actifs qui pourraient être pris par des fonds infra et d'autres qui sont de l'infra et qui pourraient être achetés par des fonds de private equity. Et ce sujet-là, je voulais savoir si le deal minoritaire sur les tours, le carve-out de SFR va servir de jurisprudence sur notamment les conditions de gouvernance qui avaient été demandées par le vendeur, et on a vu à quel multiple est parti les deux actifs en France et au Portugal. C'est une petite question. Friction, perméabilité de ces frontières. Et jurisprudence sur la gouvernance minoritaire liée au carve-out des tours de SFR. C'était une petite question. Vous allez me faire une petite réponse sur cette petite question. C'était 30 secondes la question. J'espère que les réponses seront un peu plus longues. C'est toujours je pense que les fonds d'infra, il y a beaucoup de fonds d'infra qui sont levés, beaucoup d'argent qui a été déversé dans cette classe d'actifs, et qu'il y a, comme d'autres sujets, pas beaucoup d'actifs cibles. Voilà. Ce qui a contraint en fait les fonds d'infra à regarder ce qui peut être du quasi-infra. Le quasi-infra, c'est en gros pas trop de risque de top line. Voilà. Et donc quand il n'y a pas trop de risque de top line, effectivement, il y a des fonds un peu hybrides qui sont en train qui regardent le sujet. Voilà.
Et ça, c'est en fait des concurrents pour le coup qui sont redoutables parce qu'ils ont vendu à leurs investisseurs des retours inférieurs, des espérances de retour inférieures aux espérances de retour des fonds plus traditionnels. Maintenant, c'est que sur quelques classes d'actifs. Enfin, les actifs qui sont éligibles, voilà, c'est immune, comme on dit, en risque de top line. Il n'y en a pas tant que ça aujourd'hui. Donc, c'est pas non plus, à mon avis, une menace systémique. Voilà. Mais ça existe. Après, je ne commenterai pas spécifiquement le deal en question. Sur la gouvernance, enfin, j'ai pas d'éléments particuliers à apporter à ça. En revanche, c'était un actif très très demandé avec beaucoup de compétition. Ouais. Bien. Eh bien, je vous propose que ce soit le mot de la fin.